Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Dans cet extrait, tu vas faire la connaissance de Greg Lecoeur, photographe sous-marin naturaliste mondialement reconnu pour son travail et parrain du Salon de la plongée de Paris 2025. Si cela te plaît, je te donne rendez-vous dans l'épisode 100 pour la version complète de l'interview. Gagner un concours, ça ne fait pas une carrière. Comme publier une image dans un magazine, ça ne fait pas faire une carrière. Le plus compliqué après, c'est de rester au sommet. Qu'est-ce qui fait une carrière? Qu'est-ce qui fait rester? Je pense que c'est l'authenticité. Je pense que c'est le travail, c'est sur le long terme et c'est l'authenticité qui fait donner un nom et qui fait perdurer dans le temps. Aujourd'hui, je vois notamment en plus avec les réseaux sociaux, tout ça, je trouve qu'il y a plein de jeunes photographes, vidéastes très très talentueux, mais j'ai l'impression qu'ils veulent aller beaucoup plus vite que la musique, qui surcommuniquent, qui traitent pas le sujet à fond en fait. C'est pas juste de faire une image et de la balancer sur les réseaux. Voilà, il y a tout un travail derrière. Il faut travailler ces sujets à fond. Et je pense que c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait la différence, et surtout d'aller travailler des sujets qui n'ont pas déjà été faits ou peu faits. Ou voilà, c'est une manière de se distinguer aujourd'hui, je pense. Mais tu donnais un conseil que j'avais beaucoup aimé. Si on veut devenir photographe animalier ou sous-marin comme toi, première chose, c'est de commencer par le sujet vers lequel on est porté. Se laisser d'abord porter par les tripes. Hein. Oui, bien sûr. Alors, pour moi, une belle photo, déjà, c'est la photo qu'on aime, qu'on a envie de faire. Mais c'est important d'aller, je dirais, enfin voilà, moi quand je pars en mission faire des images, il y a un grand travail en amont pour bien connaître l'espèce, voilà, je me documente énormément. Et ça, je pense, ça se ressent après dans les images parce que le but de l'image, c'est de raconter une histoire. Et cette histoire, tu la racontes souvent quand tu vas retranscrire un petit peu le comportement d'un animal ou une expression, une sensibilité. Voilà, sous l'eau, quand on met un masque sous l'eau, on est rapidement émerveillé par tout ce qui se passe. Après, la difficulté, c'est de le retranscrire, ce que nous, on voit et ce qu'on vit sous l'eau. Et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté voilà, de la photographie animalière, de recréer ce moment, cette émotion qu'on a pu vivre. Et ça demande de bien se placer, d'anticiper. Des espèces qui sont compliquées à trouver, faut bien connaître leur mode de vie, leur habitat pour aller les dénicher. Enfin voilà, il y a tout un travail derrière qui, je pense, se retranscrivent dans les images parce que si on veut créer des images un petit peu différentes ou des images waouh, il faut aller jusqu'au bout du process, je pense. Alors c'est sûr que la photographie, faut pas compter le temps, que ce soit la photographie animalière terrestre, la photographie sous-marine. Voilà, faut pas être pressé, faut pas compter les heures. Hein. Si on voit ça comme un job lucratif, je pense que c'est pas la bonne, On va vite arrêter. Hein. la bonne option. Aujourd'hui, c'est compliqué de vivre pleinement de la photographie, hein, même de manière générale, hein, pas que de la photographie animalière. Et il faut que ça reste une passion. Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Hein. Quand on est passionné, on compte pas les heures, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Voilà. Quand je suis arrivé au devant de la scène, j'étais un petit peu un ovni dans le milieu, hein, notamment dans l'industrie de la plongée, puisque personne m'a vu venir. Mais en amont, il y avait plusieurs années de travail. J'ai tout largué pour me lancer là-dedans. Quand je parlais avec d'autres photographes, ils me faisaient comprendre que la photographie professionnelle n'était pas dans ses plus belles années. Hein. Donc c'est vrai que ça pouvait décourager. Mais voilà, moi j'ai écouté ma petite voix au fond de moi et je me suis dit je veux le faire parce que voilà, je veux au moins essayer. Je veux pas me retourner dans quelques années et me dire j'ai pas essayé de vivre de ma passion. Et je pense que c'est important aujourd'hui que les gens, de manière générale, se passionnent, soient curieux. Il n'y a pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour remplir sa passion, mais il faut déjà avoir une passion, je pense. Aujourd'hui, je trouve que beaucoup de gens n'ont pas forcément de passion ou de gros intérêt pour une activité. Voilà. Et ça, je pense que c'est
pour être accompli dans la vie de tous les jours, c'est important d'être passionné, d'être curieux, de s'intéresser et d'essayer d'aller jusqu'au bout de sa passion, de se lancer des challenges dans le sport ou je ne sais quoi. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je trouve qu'on perd un peu cette passion authentique d'aller se challenger, d'aller jusqu'au bout des choses, de s'écouter, d'essayer de faire ce qu'on aime et non de suivre un petit peu les avis des uns et des autres. Voilà, moi, quand j'ai quitté ma boîte, quand j'ai changé de vie, tout le monde disait que je faisais un suicide professionnel. Voilà, personne ne comprenait, mais personne ne pouvait m'arrêter, personne ne pouvait me faire changer d'avis. Moi, j'avais envie de le faire et je me suis dit, bah, écoute, je le fais. Si ça marche pas, au moins, je l'aurais fait. Mais voilà, voilà, je pense que voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est si on a une passion, une idée en tête, c'est de se donner les moyens de le faire. On va peut-être raconter d'abord l'aventure dans l'aventure, parce que c'est vrai que vous avez essayé de minimiser le carbone quand même, et donc vous avez choisi un petit voilier de 15 mètres pour vous rendre en Antarctique. C'est 5 jours de navigation, et c'était pas vraiment un miroir, hein, cette mer. Raconte-nous un peu, parce que même depuis le départ, ça a été compliqué. Oui, alors on est parti sur le Kotik, hein, qui est le bateau d'Alain Karadec. Maintenant, il a arrêté de faire ça. C'est un vieux monsieur, mais c'est pour moi une légende. C'est 40 ans d'exploration, de navigation en Antarctique, donc dans des mers très compliquées, hein, avec le Cap Horn et le passage de Drake. Il a amené Luc Jacquet, National Geographic, enfin voilà, toutes les grandes productions sont parties avec lui, donc il avait une grande expérience, hein, des lieux et ce pourquoi on allait là-bas. Donc on s'est donné rendez-vous à Ushuaia, on a embarqué à Ushuaia, on a préparé le bateau, donc on s'est rendu compte du bateau. Alors c'est pareil, le bateau il est légendaire, mais le bateau il a des années 70, donc il est plutôt jeune, et surtout qu'il était tout petit. Et nous, on a débarqué avec beaucoup de matériel, plongée, photos, tout ça. Donc ça a déjà été une première étape de pouvoir embarquer tout le matériel, hein. On a plein d'anecdotes hyper marrantes à raconter. On a dû démonter sa cuisine, on a démonté sa bibliothèque pour pouvoir passer. Et à chaque fois, donc c'est un Breton, hein, donc il a un petit caractère sympathique, mais voilà, à chaque fois, il a fallu un petit peu négocier tout ça. Donc finalement, on a réussi à tout embarquer. On est Qu'est-ce parti que ça dans raconte un Breton quand il faut négocier? Ah, il était adorable. Il était Oh, vraiment je m'en adorable. doute, oui. Mais quand tu lui commences à parler, à lui poser la question, il te regarde d'un drôle d'œil, tu vois. Ah, t'as pas appris des Mais petits jurons bretons intéressants, non, que je ne connais non, pas? non, 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 non. Puis Alain, c'est vraiment une personne qui a le cœur sur la main, donc Ouais, ouais. c'était une super expérience Je déjà comprends, si on commençait à me vouloir me partager ça dire qu'on avec va lui. démonter mon bateau pour commencer, on se dit, bah, ça commence très fort. Voilà. Et du coup, nous voilà partis donc, dans le canal de Beagle, un endroit magnifique. Et on va se poser à Puerto William pour voilà, attendre ce qu'on appelle la fenêtre météo, hein, puisqu'on doit passer le passage de Drake. On a 5 jours de navigation dans des mers plutôt hostiles. Donc on attend cette fenêtre météo qui au final mettra beaucoup de temps à venir. Donc il a fallu attendre. Donc tout le matériel en plus était au fin fond des cales du bateau. Donc tous les jours on se posait la question, est-ce que ça vaut le coup de tout ressortir pour juste aller tremper nos palmes dans le coin. Donc finalement on a attendu quasiment 2 semaines pour pouvoir s'engager dans le Drake. Ensuite on a passé 5 jours dans le Drake, hein. C'était un petit peu la machine à laver, hein. Donc voilà, faire des pâtes au beurre, c'est un challenge. Donc voilà, je vous passe les détails, mais c'était une très 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 belle expérience. Quel Et est le puis premier qui a finalement, eu le mal de mer? Non, ça va, ça a été? ouais, on l'a tous plus ou moins eu, hein. Voilà, Ouais. là, tu mets l'ego de ton côté et tout le monde l'a plus ou moins eu. On avait des très très bons skippers qui ont tout géré. Voilà, donc nous on avait juste à gérer notre mal de mer entre guillemets. Et ensuite, ben voilà, nous voilà arrivés en péninsule. Alors ce qui est marrant, c'est que dès que tu arrives là-bas, tu as vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. Tu oublies toutes tes galères d'avant. Par contre, on avait un petit peu de pression puisqu'on était parti pour 4 semaines.
On a réussi à étendre à 5 semaines et du coup, sur place, il nous restait peut-être une dizaine de jours. Donc, ce sont des projets qui coûtent horriblement cher, tu vois. Donc, chaque jour que tu passes à attendre, bah, c'est une journée perdue. Et sur place, bah, tu connais la nature, hein, il faut du temps pour pouvoir explorer, documenter, sachant qu'à chaque fois qu'on décidait de faire une plongée, bah, tu mets genre 2 heures à te préparer, hein, des combinaisons en 9 mm, on est à l'étroit dans le bateau, dehors il fait froid, voilà, donc ça a été un sacré challenge à chaque fois de se préparer pour ces plongées. Et une fois dans l'eau, bah, tu oublies tout ça parce que voilà, tu es en face d'icebergs, tu es vraiment dans un monde fascinant, peu connu au final, peu plongé. Et on a eu la chance par contre de faire de très très belles rencontres. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 100. Waouh, mais quelle aventure! Et d'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Et c'est surtout grâce à vos recommandations. Donc, toi qui m'écoutes, n'hésite pas à en parler à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ceux qui aident le plus le podcast à se faire connaître. D'ailleurs, petit cadeau pour toi, auditeur fidèle, ou si c'est ta première écoute, tu es tombé à pic, avec le salon de la plongée, nous avons des entrées gratuites pour toi. Plus d'infos dans les notes. Si tu as un peu de temps, que cela fait longtemps que tu voulais le faire, je te serais très reconnaissante de prendre 5 secondes pour mettre des étoiles ou 30 secondes pour écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations aussi aident beaucoup le podcast à être découvert par d'autres. D'avance, merci. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.